Le troisième jour après la signature au registre civil, ma belle-mère a emménagé dans notre appartement et j'ai découvert que la maison était la sienne. De plus, elle a exigé que je couvre toutes les dépenses du ménage. J'ai juste souri. J'ai dit une phrase et je suis parti. Le soleil du matin, le troisième jour après la signature de notre contrat de mariage, filtrait à travers le cadre de la fenêtre. Les fleurs de notre petite célébration sur la table n'étaient pas encore fanées, mais mon cœur était déjà gelé. Quelques coups rudes à la porte ont brisé le silence, apportant avec eux la puanteur des mensonges. La maison était-elle un havre de paix ou un piège tendu il y a longtemps? Ce matin-là, le troisième jour de mon mariage, j'étais encore dans un sommeil léger. La chambre était silencieuse. Tout ce qu'on pouvait entendre était le doux ronronnement du climatiseur. Je suis habituellement une personne aux habitudes régulières, mais les derniers jours, occupé par les achats et la décoration de notre nouveau nid, m'avaient épuisé. Javier, l'homme que je venais d'appeler officiellement mari, dormait à côté de moi. Notre mariage avait été assez rapide. Nous nous sommes rencontrés par une connaissance commune. Javier semblait être un homme gentil, avec un emploi de bureau stable, et il était toujours attentionné et attentif envers moi. Je me suis convaincu qu'à mon âge, épouser quelqu'un qui savait s'occuper de la famille serait une bonne chose. Selon Javier, il avait acheté cet appartement avec ses économies avant le mariage. Il m'a dit que, bien qu'il ne soit pas très grand, c'était suffisant pour qu'un jeune couple construise son bonheur. Croyant ces paroles, j'ai investi des efforts et de l'argent considérables pour transformer cet endroit en un espace de vie élégant, du canapé en cuir importé qui trônait dans le salon et du téléviseur à grand écran incurvé, jusqu'au tapis en velours tissé à la main au design exquis. Tout a été choisi et payé par moi. Je suis une femme indépendante avec mon propre cabinet d'architecture et quelques biens hérités de mes grands-parents maternels. Cependant, j'ai toujours maintenu un mode de vie discret. Je ne voulais pas que Javier se sente inférieur à sa femme, alors j'ai discrètement tout pris en charge pour construire notre foyer. Soudain, une série de sons stridents a brisé le calme. Ce n'était pas la sonnerie polie de la porte, mais le tapotement insistant d'une main contre le bois, accompagné d'une voix perçante venant du couloir. « Javier, ouvre la porte à ta mère. Allez, dépêche-toi. » Je me suis réveillé en sursaut et j'ai froncé les sourcils en regardant l'horloge. À peine 6 heures du matin, Javier a également sursauté avec un regard de désarroi qu'il a rapidement déguisé. Il a mis ses chaussures en hâte et a couru vers l'entrée. J'ai mis une robe de chambre en soie sur mon pyjama et je l'ai suivi. Dès que la porte s'est grande ouverte, une silhouette courte et trapue a fait irruption dans la maison, apportant avec elle une bouffée d'air lourd d'une odeur de sueur et de poussière. C'était Carmen, ma belle-mère. Elle portait une robe de chambre marron usée et un foulard sur la tête. Derrière elle, 2 déménageurs en sueur portaient sur leurs épaules d'énormes sacs à carreaux, bombés et éclaboussés. Carmen n'avait aucune intention d'enlever ses chaussures en plastique boueuses à l'entrée. Elle est entrée directement, ses talons claquant sur le sol carrelé brillant que j'avais nettoyé la veille, laissant une traînée d'empreintes sales. « Maman, pourquoi es-tu venue sans appeler à l'avance pour que je vienne te chercher à la gare ?» a bégayé Javier en prenant maladroitement le sac à la poignée cassée des mains de sa mère. « Appeler pourquoi? C'est ma maison. Je viens quand j'en ai envie. Je n'ai besoin de demander la permission à personne. Et, vous autres, laissez ces sacs là au milieu du salon. Lâchez-les sans crainte. Ce sont juste de vieux trucs du village que j'ai apportés pour les utiliser. Ils ne vont pas se casser, a ordonné Carmen aux travailleurs d'une voix forte. Les 2 hommes ont obéi et se sont dirigés directement vers le centre de la pièce. Ils ont lâché les sacs lourds avec un bruit sourd pile sur mon tapis en velours coûteux. Alors que la poussière soulevée se propageait partout, elle a atteint l'élégant canapé en cuir couleur crème. J'ai regardé avec tristesse mes biens chéris être maltraités, mais j'ai fait de gros efforts pour rester calme et je me suis approché pour les saluer poliment. « Bonjour, Carmen. Le voyage a dû être long et fatigant. Allez vous débarbouiller et je vous préparerai du café. » Carmen m'a scruté de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur mon pyjama en soie. Elle a tordu ses lèvres et a lâché d'un ton sec et mordant, typique d'une matriarche sévère, « Une femme mariée encore au lit à cette heure-ci ? À mon époque, à cette heure, j'aurais déjà allumé le feu, préparé la nourriture pour les animaux et rempli 3 jarres d'eau. Les belles filles de la ville vivent comme des reines. Le soleil est déjà haut et vous vous traînez hors du lit avec la maison en désordre, ne sachant pas comment nettoyer, laissant votre mari tout faire pour vous. » J'ai été pétrifié par ces paroles cruelles dès le matin.
La maison était impeccable, chaque chose à sa place. Carmen mentait délibérément pour imposer son autorité. Cependant, je connais les coutumes et le respect dû aux aînés. Même si je n'étais pas d'accord, je ne devais pas entrer dans une dispute animée dès le début. J'ai maintenu une attitude mesurée et j'ai parlé d'une voix calme. Excusez-moi, Carmen. J'ai laissé la maison propre hier soir. Ce matin, je prévoyais de me lever et de préparer le petit déjeuner pour Javier avant qu'il n'aille au travail. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez si tôt. S'il vous plaît, reposez-vous, et je laisserai les déménageurs mettre vos affaires dans un coin du balcon pour ne pas salir le tapis du salon. Carmen m'a lancé un regard noir, les mains sur les hanches. Alors tu dis que mes affaires sont sales? Avec ces choses, j'ai élevé Javier et j'ai fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Laisse tout là. Je l'organiserai plus tard. Utilise ce qui est utile dans la cuisine et jette le reste dans un coin. À partir d'aujourd'hui, je m'installe ici pour m'occuper des biens familiaux et de vous deux, car si je vous laisse faire, nous serons ruinés en 2 jours. J'étais stupéfaite et je me suis tourné vers Javier. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais j'ai immédiatement retrouvé mon sang-froid habituel. L'arrivée soudaine de Carmen et son annonce de son emménagement contredisaient complètement tout ce que Javier m'avait promis avant le mariage. Je suis resté silencieuse un moment, respirant profondément pour dissiper l'atmosphère oppressive qui m'entourait. Dès mon plus jeune âge, mes grands-parents m'ont éduqué rigoureusement dans les principes de la vie et les vertus qu'une femme devrait avoir dans la famille. Mon grand-père, qui était enseignant, a toujours valorisé le respect et la hiérarchie familiale. J'ai toujours cru que lorsque je me marierais, je traiterais la famille de mon mari avec sincérité et amour. Je n'avais pas peur des difficultés, je voulais seulement une vie de mariée harmonieuse et paisible. Cependant, la dure réalité qui se déroulait sous mes yeux était totalement opposée à mes attentes. Carmen, ma belle-mère du village, au lieu de montrer la simplicité et la gentillesse que l'on attendrait, affichait une attitude arrogante et calculatrice, déterminée à soumettre sa belle-fille dès le premier instant. J'ai regardé les sacs de vieux trucs qui occupaient le centre du salon. L'un d'eux était déchiré, révélant une poêle à frire en fer rouillé et une pile de chiffons noircis. L'odeur de moisi d'objets n'ayant pas vu le soleil depuis des années a frappé mon nez, éclipsant l'arôme délicat du diffuseur que j'avais allumé la veille. Cet endroit, dans lequel j'avais mis tant de soin de chaque tableau sur le mur à chaque vase de fleurs était brutalement profané. L'arrivée de Carmen n'était pas une simple visite d'une mère à qui son fils manque, c'était clairement une invasion méticuleusement planifiée. Javier a alors couru à la salle de bain et est revenu avec une serviette humide pour que sa mère se nettoie les mains. Il s'est affairé à lui servir de l'eau et à sortir des biscuits du placard, ignorant complètement mon regard interrogateur. Son évasion n'a fait qu'augmenter mes soupçons. Un homme responsable ne permettrait jamais à sa femme de se retrouver dans une situation aussi embarrassante. Il devrait agir comme un pont, expliquant les choses clairement à la fois à sa mère et à sa femme. Au contraire, Javier obéissait simplement à chaque ordre de Carmen en silence, comme un enfant. Cela montrait qu'il savait déjà ce qui allait se passer, ou pire, qu'il était le complice de sa mère pour m'attirer dans ce piège. Je suis allé nettoyer les taches de boue sur le sol, essayant de garder l'esprit clair. Tout arrive pour une raison. Je ne suis pas une adolescente rêveuse qui s'intimide facilement et éclate en sanglots à la première injustice. Des années d'expérience dans le monde des affaires ont forgé en moi un caractère calme face à l'adversité. Je me suis dit que je devais analyser soigneusement le véritable motif de Carmen. Apporter cette pile de vieux trucs n'était probablement qu'une excuse pour entrer dans la maison et établir son autorité de belle-mère. Leur but ultime était probablement le contrôle financier et la manipulation de ma vie. Elena, où es-tu? Va à la cuisine et vois ce qu'il y a à manger et prépare-moi quelque chose. J'ai été dans le bus toute la nuit et je meurs de faim, la voix perçante de Carmen a de nouveau résonné depuis le salon. Oui, Carmen, attendez un instant. Je vais nous préparer des toasts avec de la tomate et du jambon pour que nous prenions tous les deux le petit déjeuner, ai-je répondu, entrant lentement dans la cuisine. Mon esprit a commencé à relier les points. Mon calme à cet instant était ma meilleure arme. Je ne laisserai pas la colère me faire commettre une erreur. Je devais clarifier les choses avec Javier au sujet de la promesse de vivre seul ensemble. Dans la cuisine moderne, avec ses élégants placards en chêne, j'ai soigneusement coupé de fines tranches de jambon ibérique et préparé le pain. Les gestes, normalement fluides, semblaient lourds aujourd'hui. Le tintement de la vaisselle se mêlait à la conversation animée de Javier et de sa mère dans le salon.
Carmen demandait à Javier des nouvelles de son travail et de son salaire ce mois-ci, puis se plaignait du design de la maison, le qualifiant de gaspillage. Ce lustre au plafond a dû coûter plusieurs mois de salaire. Quelle absurdité! Étant donné la petite taille de l'appartement, un néon à 10 € fournirait amplement de la lumière. C'est juste que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas faire attention à l'argent. Vous le dépensez comme si ce n'était rien. Javier a ri mal à l'aise. N'exagère pas, maman. L'argent est gagné pour profiter de la vie, n'est-ce pas? Maintenant que tu es là, laisse Elena s'occuper de la nourriture et du nettoyage. Repose-toi simplement et reprends des forces. En entendant les paroles de mon mari, j'ai eu un sourire amer. Il s'avère qu'aux yeux de Javier et de sa famille, je n'étais rien de plus qu'une assistante de luxe non rémunérée, une personne dont la responsabilité était d'assumer toutes les tâches domestiques pour que sa mère puisse vivre confortablement. Ils ne me voyaient pas comme une partenaire de vie sur un pied d'égalité, mais comme un outil pour servir les intérêts de leur famille. J'ai servi le petit déjeuner sur la table. Carmen s'est assise au milieu, tapotant le bord de l'assiette avec sa fourchette. Ce pain est fade. Au village, on le frotte avec du beurre et de l'ail. Ça a du goût. Enfin, peu importe. Je vais manger quelque chose pour me réchauffer. Asseyez-vous tous les deux. Après le déjeuner, j'ai quelque chose d'important à discuter avec ma famille. Je me suis assise en face de Javier. Mon regard s'est verrouillé sur le sien, ferme, annonçant la conversation tendue qui allait avoir lieu. Au matin de leur 3e jour de mariage, le ciel commençait à se dégager, mais à l'intérieur de cet appartement, de sombres nuages de calcul et de tromperie s'accumulaient de manière dense. Le silence à la table du petit déjeuner était si profond qu'on pouvait entendre Carmen mâcher bruyamment. Elle mangeait vite, choisissant les meilleurs morceaux de jambon et les mettant dans l'assiette de Javier, l'exhortant à manger plus pour qu'il ait de la force pour le travail. L'image d'une mère servant son fils est normalement si chaleureuse dans la culture espagnole traditionnelle, mais dans ce contexte, elle acquérait une signification totalement différente. C'était une délimitation claire des territoires. Carmen voulait réaffirmer sa position unique dans le cœur de Javier, me mettant de côté et faisant de moi une étrangère dans la maison que j'avais tant travaillé à construire. Le petit déjeuner s'est terminé rapidement. J'ai ramassé la vaisselle et l'ai apportée à l'évier. Le bruit de l'eau courante ne pouvait étouffer le tourbillon de pensées dans mon esprit. Je me suis essuyé les mains et je suis retourné au salon, me préparant mentalement pour la question importante que ma belle-mère avait annoncée. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir, les mains croisées sur mes genoux. Carmen, après avoir utilisé un cure-dent, a pris une gorgée du thé que j'avais moi-même préparé la veille. Javier était assis à côté d'elle, voûté, me lançant des regards furtifs que j'évitais rapidement. La lâcheté de cet homme devenait de plus en plus évidente. Maman a dit qu'elle avait quelque chose d'important à discuter. Je suis tout oui, j'ai brisé le silence tendu d'un ton de voix calme. Carmen s'est raclé la gorge, s'est redressée sur son siège et a commencé à parler fort. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, à partir d'aujourd'hui, je reste ici pour vivre. Vous les jeunes, vous passez toute la journée à travailler dehors, votre maison est vide et négligée, et vous dépensez l'argent que vous gagnez dans les restaurants. C'est comme ça qu'on tombe vite en ruine. Je suis ta mère. C'est ma responsabilité de venir gérer les dépenses et de tenir la maison en ordre. J'ai lancé un regard acéré à Javier et je suis intervenu pour l'interroger. Javier, avant que nous décidions de nous marier, toi et moi avons conclu un accord très clair. Tu m'as promis que nous vivrions seuls pour construire nos vies de manière indépendante, en évitant les conflits générationnels qui surviennent lorsque l'on vit avec des personnes plus âgées. Pourquoi la situation est-elle maintenant totalement à l'opposé de ce que tu as promis? Explique-moi. Javier a sursauté. Ses épaules ont tremblé légèrement. Il a baissé la tête, tripotant nerveusement l'ourlet de sa chemise. Il a dégluti, cherchant les mots pour se justifier, mais il s'embrouillait dans sa bouche. Eh bien, je prévoyais en fait de te le dire plus tard. Maman est seule au village et elle s'ennuie. Si elle vient vivre avec nous, la maison sera plus joyeuse. En tant que sa belle-fille, tu devrais être compréhensive et respectueuse envers elle. Avec maman ici pour s'occuper de la maison, tu auras plus de temps libre, n'est-ce pas? J'ai souri avec dédain. Les paroles d'un lâche sont toujours pleines d'excuses. Je n'accepte pas une raison aussi médiocre. Ne confonds pas les concepts. Être respectueux envers les parents est un devoir des enfants,
je ne me suis jamais dérobé à cette responsabilité. Mais la base du respect dans un mariage est de tenir les promesses que nous nous faisons l'un à l'autre. Tu m'as trompé avant même que je signe les papiers. Tu as délibérément caché le fait que ta mère viendrait vivre ici pour que je puisse meubler cette maison sans aucune inquiétude. C'est un abus de confiance, pas un acte de piété filiale. En m'entendant acculer Javier avec des arguments aussi solides, Carmen a sauté à la défense de son fils. Elle a frappé sa main sur la table en verre, faisant s'entrechoquer les tasses. Surveille tes paroles. Qui accuses-tu d'abus de confiance? Javier est mon fils et il doit m'amener vivre avec lui pour que je puisse m'occuper de lui. C'est la chose la plus normale et la plus juste au monde. Quand une femme entre dans la maison de son mari, elle doit suivre les règles de cette maison. Crois-tu que parce que tu gagnes 4 € tu vas pouvoir marcher sur ton mari? Je te le dis, tu ne commandes pas dans cette maison. J'ai plissé les yeux. Un soupçon commençait à se former dans mon esprit. Que veut-elle dire par là? Cet appartement est censé appartenir à Javier, acheté avec ses économies avant le mariage. Il a dit que ce serait notre foyer conjugal. J'ai dépensé des milliers d'euros pour le meubler et le décorer. Pourquoi dit-elle que je n'ai aucun droit de commander? Carmen a éclaté de rire, un rire plein de triomphe et de sarcasme. Elle a mis la main dans son sac usé, a fouillé un moment et a sorti un morceau de papier avec un sceau officiel. Elle l'a jeté sur la table, le faisant glisser vers moi. Ouvre grand tes yeux et lis attentivement. Au nom de qui est l'acte de propriété de cet appartement? Au nom de Carmen Garcia. L'argent pour acheter cette cage à oiseaux est venu de l'indemnisation pour les terres de la famille au village et de mes économies d'une vie. Javier n'était que l'intermédiaire. C'est ma maison et je décide qui y vit et qui je mets dehors. Tu n'es ici qu'en prêt, alors n'essaie pas de donner des leçons. Chaque mot prononcé par Carmen était comme un coup de marteau contre la dure réalité. J'ai pris le papier et je l'ai examiné. Comme elle le disait, l'acte était à son nom. Un frisson m'a parcouru l'échine. La vérité se révélait dans toute sa cruauté. Javier avait mis en scène une mascarade parfaite. Il avait peint un tableau idyllique de notre futur foyer, se présentant comme un homme indépendant avec ses propres biens pour m'attirer. Réalisant ma solide position financière, il a profité de mes sentiments et de ma confiance pour m'extraire de l'argent. Tous les appareils électroménagers et les meubles haut de gamme de la maison, de la climatisation centrale et du réfrigérateur grande capacité à la machine lavande séchante importée d'Allemagne, je les avais payés avec ma carte. La valeur totale dépassait les 50 000 €. Javier m'avait délibérément laissé payer pour tous les meubles coûteux dans une maison sur laquelle ni lui ni moi n'avions de droit de propriété. J'ai regardé Javier. Son visage était pâle. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. Il s'était complètement recroquevillé, laissant sa mère lui servir de bouclier. Un sentiment de dégoût m'a envahi. L'homme à qui j'avais pensé confier ma vie était un escroc professionnel, déguisé en personne gentille et docile. Sa famille avait tissé une toile sophistiquée, m'incitant à devenir leur sponsor inconditionnel. D'autres femmes, peut-être des générations précédentes, auraient peut-être choisi d'avaler leurs larmes par peur de la stigmatisation du divorce. Peu importe ce que les gens diraient, elles auraient enduré de servir leur belle-mère et de travailler sans relâche pour soutenir une famille qui n'était pas la leur. Mais pas moi. Je suis Elena, une femme financièrement indépendante avec mes propres idées. Je connais ma propre valeur et je ne permettrai jamais à personne de piétiner mon estime de soi. C'était donc ça. J'ai posé le papier doucement sur la table, complètement sereine, sans une larme ni un cri d'hystérie. Mon calme a semblé décevoir Carmen. Elle espérait que je m'effondre, que je la supplie ou que je casse des choses pour qu'elle ait une excuse pour faire une scène. Javier, tu es un génie. Le travail que tu as mis en place est impeccable. Tu utilises l'argent de ta mère pour acheter la maison et ensuite tu utilises mon argent pour la remplir. Tu as tout calculé au centime près. Ta famille m'a vraiment ouvert les yeux sur une nouvelle définition du mot fraude au point. J'ai accentué chaque mot, ma voix aussi tranchante qu'un couteau. Javier a reculé et a levé la tête pour bégayer une défense. Elena, ne parle pas comme ça. Un mariage est pour la vie. Les meubles que tu as achetés sont pour que nous les utilisions tous les deux, et si nous avons des enfants, ce sera pour eux. La maison appartient à ma mère, mais quand elle ne sera plus là, elle passera à mon nom. Nous n'avons rien à perdre. Tu n'as pas besoin d'être si calculatrice. J'ai ri.
Les paroles de Ravière révélaient son extrême cupidité et son impudeur. Il utilisait le prétexte de l'amour conjugal et des futurs enfants pour légitimer son appropriation flagrante de biens. N'as-tu pas honte de dire ça? Un mariage qui commence par une tromperie préméditée n'a aucun fondement moral sur lequel s'appuyer. J'ai acheté les meubles à la sueur de mon front. Pourquoi devrais-je laisser cette famille les utiliser gratuitement? Tu te trompes complètement. Je ne suis pas assez stupide pour te laisser m'exploiter à ta guise. Voyant ma réaction, Carmen a changé de tactique. Elle s'est affalée sur le canapé, se frappant les cuisses, et a commencé son acte de victime, mélangeant gémissements et menaces. Grand Dieu, que tout le quartier vienne voir comment cette belle fille manque de respect à sa belle-mère. Tu es venu dans ma maison, tu as profité de ma famille, et maintenant tu veux t'en laver les mains? Cette maison est à moi, mais tu y habites. En tant que belle-fille, tu dois être raisonnable. Je t'avertis, tu es la femme de Ravière, donc ton argent appartient aussi à cette famille. Tu n'as pas le droit de rien prendre. Une femme se marie et doit loyauté à la famille de son mari. Contribue pour remercier tes beaux-parents. C'est juste comme ça que les choses se passent dans ce pays. N'essaie pas de discuter. Les idées démodées, arriérées et égoïstes de Carmen me semblaient ridicules. Elle croyait avoir le pouvoir de penser que notre certificat de mariage était un contrat par lequel je me vendais à sa famille. Elle ne savait pas qu'elle n'était pas face à une fille de la campagne ignorant la loi, mais à une femme qui connaissait en détail le code civil et le droit de la propriété. La maison était la propriété privée de Carmen, acquise avant le mariage. J'avais acheté les meubles moi-même avec ma carte de crédit, à mon nom, avec toutes les factures qui le prouvaient. La loi protège ceux qui ont des preuves, pas les cupides qui se cachent derrière des règles inventées. Vos lois ne s'appliquent que dans la cuisine de votre village, Carmen. Ici, nous vivons sous la Constitution et les lois de l'État. N'essayez pas de me faire peur avec ces idées féodales. Maintenant que tout est clair, nous n'avons plus besoin de continuer à prétendre que nous nous aimons. Je me suis levé avec un air de fermeté et d'autorité. Cette conversation ne menait nulle part, elle ne faisait que confirmer la nature méprisable de Ravière et de sa mère. Je n'allais pas perdre plus de temps avec des gens qui ne partageaient pas mon niveau de moralité. La décision était déjà prise dans ma tête, rapide et nette comme une coupe franche. Faire face à une belle-mère calculatrice et à un mari sans volonté dès les premiers jours du mariage est un coup dur pour toute femme. Cependant, au lieu de sombrer, la flamme de ma fierté brûlait plus que jamais. Mon grand-père m'enseignait que la chose la plus importante dans la vie est de maintenir sa dignité. Face à des gens mesquins et opportunistes, il ne faut jamais montrer de faiblesse pour ne pas leur donner de satisfaction. J'ai silencieusement évalué les dégâts et planifié mon prochain mouvement. J'ai fixé Carmen puis le visage lâche de Ravière. Si vous avez déjà tout calculé si méticuleusement, en précisant qui possède cette maison, alors c'est très simple. Gardez votre précieuse propriété et profitez-en. Cela dit, je me suis retourné et me suis dirigé vers la chambre, laissant derrière moi les regards perplexes et étonnés de la mère et du fils. J'avais à peine fait quelques pas quand la voix perçante de Carmen a de nouveau résonné derrière moi. Avec l'air triomphant de quelqu'un qui croit avoir gagné, elle pensait que mon retrait dans la chambre était un signe de reddition à celui d'une belle fille obéissante qui se soumet à l'autorité de sa belle-mère. Arrête-toi là. Nous n'avons pas fini de parler. Où crois-tu aller? Si nous vivons sous le même toit, il doit y avoir des règles. Chaque maison a ses règles, chaque famille ses coutumes. Je me suis arrêté et me suis retourné lentement. Carmen avait sorti de son soutien-gorge un carnet aux couvertures en plastique jauni et un stylo à moitié usé. Elle a tourné les pages froissées et, en se raclant la gorge, a lu à haute voix les règles qu'elle avait elle-même écrites dans le but d'établir un régime d'exploitation ouverte. J'ai tout très bien calculé. Puisque tu habites dans ma maison et que tu n'as pas à payer de loyer, il est de ta responsabilité de couvrir toutes les dépenses de la famille. Électricité, eau, nourriture, internet, déterge, shampoing, tout est à ta charge. Ravière travaille très dur. À partir de maintenant, j'économiserai la totalité de son salaire pour ouvrir un compte d'épargne comme fonds pour quand vous aurez des enfants. En tant que femme, tu as ton salaire, alors utilise-le pour les dépenses familiales. Ne sois pas radine avec la famille de ton mari. Et pas une seule plainte. Compris? Carmen parlait sans arrêt, comme si ses paroles absurdes étaient une vérité irréfutable. Lorsqu'il eut fini, il referma brusquement le carnet et me regarda avec des yeux menaçants, attendant ma soumission.
Javier restait assis comme une statue, en plein accord avec le plan injuste de sa mère. La synchronisation parfaite entre eux était si ridicule que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Mon rire résonna dans la petite pièce, froid et plein de mépris. De quoi ris-tu? Trouves-tu mes règles amusantes? Ou penses-tu que parce que je suis vieille, je suis sénile et incapable de compter? Carmen fronça les sourcils. Agacée par ma réaction inattendue, elle fit un geste de la main. Gardant mon sourire, mon regard devint aussi froid qu'une épée. Non, je ne ris pas de toi, Carmen. Je ris parce que ta famille a un talent extraordinaire pour les affaires. Tu es une investisseuse exceptionnelle. Investir dans l'achat d'une maison, puis trouver une femme fortunée pour épouser ton fils. Cette femme dépense volontairement son propre argent dans des meubles coûteux pour décorer la maison et s'engage également à payer toutes les dépenses mensuelles pour subvenir aux besoins de toute la belle famille. Pendant ce temps, ton fils ne dépense pas un centime et son salaire va directement sur un compte d'épargne géré par toi. Ce modèle économique a une rentabilité extrêmement élevée et un risque nul. Les plus brillants économistes du monde devraient t'appeler maître. Mes paroles sarcastiques firent mouche. Le visage de Carmen devint rouge de colère. Elle bondit, pointant son doigt vers moi, la voix tremblante de fureur. « Tu es une belle fille insolente. Oses-tu te moquer de ta belle-mère? Cette famille a eu tellement de malchance de t'accueillir. Les femmes d'aujourd'hui se laissent monter la tête par leur éducation et veulent piétiner la famille de leur mari. Je te le dis, tu es entré dans cette maison et si tu ne suis pas mes règles, ne te plains pas si je suis dur avec toi. » Javier se leva précipitamment, fit asseoir sa mère et se tourna vers moi avec une fausse expression de reproche. « Elena, tu vas trop loin. Maman est une personne âgée. Tu dois la respecter. Quant aux dépenses, si nous avons tous les deux de bons revenus, aider un peu ma mère n'est pas un si gros problème. Pourquoi dois-tu calculer chaque centime comme si nous étions des étrangers? » Je le regardai droit dans les yeux et déclarai mot pour mot, « Javier, ceux qui calculent chaque centime avec moi, c'est toi et ta mère. Je suis ta femme, pas un distributeur automatique de billets où tu peux retirer des sommes illimitées. Si ta famille ne me respecte pas et utilise des ruses pour m'exploiter, je n'ai aucune raison de rester ici à jouer le rôle de la bonne et idiote belle-fille qui se sacrifie pour faire vivre la famille de son mari. » Carmen me lança un regard noir. « Que entends-tu par là? Penses-tu déménager dans un appartement de location? Ose franchir cette porte. Voyons combien de jours tu peux tenir sans le soutien de la famille de ton mari. Femme ingrate, tu ne sais pas la chance que tu as et tu veux te ruiner. » Je lissai mes vêtements, rejetai mes cheveux en arrière d'un geste et adoptai l'attitude d'une reine sur son propre territoire. « Ne t'inquiète pas pour ma vie, Carmen. Il se trouve que je possède une villa que mon grand-père m'a léguée. J'ai toujours été discrète et je n'aime pas me vanter de mes possessions car je crois que la chose la plus importante dans un mariage est l'amour sincère. Mais si ta famille pèse les aspects matériels et calcule chaque dernier centime des dépenses, alors je leur laisserai cet appartement subventionné pour qu'ils puissent profiter de leur royaume. Je vais emménager dans mon chalet pour vivre plus confortablement. » En entendant le mot chalet, Carmen et Javier restèrent sans voix. Carmen me regarda de haut en bas avec scepticisme et moquerie. Elle fit un geste dédaigneux de la main. « Quel fantôme! Où vas-tu trouver une villa? Si tu avais une villa, pourquoi vivrais-tu dans cet appartement de 60 mètres carrés? Pauvre, mais très fier. Tu mens pour éviter de payer les charges, n'est-ce pas? Je ne gobe pas ces bêtises enfantines. » Javier sourit également avec dédain, soutenant sa mère. « Elena, ne laisse pas la colère te faire dire des stupidités. Comment pourrais-tu posséder une villa? S'il y a des problèmes, nous en parlerons en privé. Demande pardon à maman et va te reposer. Nous parlerons d'argent plus tard. » Ils ne croyaient rien de ce que je disais. Dans leurs esprits cupides et étroits, une jeune femme comme moi ne pouvait pas posséder un bien d'une telle valeur. Leur ignorance m'amusait encore plus. L'action serait le coup le plus douloureux porté à leur arrogance. Que ce soit vrai ou non, vous le verrez dans un instant. Maintenant, je dois passer un appel. Je sortis mon smartphone dernier cri, cherchai dans mes contacts et appelai Monsieur Moral, l'avocat de ma famille. J'activai le haut-parleur au maximum pour que Javier et sa mère puissent entendre chaque mot. « Bonjour, Monsieur Moral. J'ai besoin que vous rédigiez immédiatement un accord de séparation de biens.
Je veux qu'il soit acté que tous les meubles et appareils électroménagers de cet appartement sont des biens privés achetés avec mon propre argent. Je vous ai envoyé toutes les factures par courriel la semaine dernière. Veuillez envoyer quelqu'un avec le document pour le vérifier et le signer le plus tôt possible. Bien sûr, Elena. Je m'en occupe immédiatement et un assistant sera chez vous dans moins de 30 minutes. Y a-t-il un litige grave? Rien de grave. Je me prépare juste à déplacer mes affaires vers un autre endroit. Merci. Je raccrochai et leur lançai un regard glacial, leur visage devenant pâle de surprise. Ma fermeté et mon professionnalisme avaient brisé leurs illusions. Ils commençaient à réaliser que mes menaces n'étaient pas vaines. Cependant, l'entêtement de Carmen la poussa à s'accrocher à son dernier lambeau d'autorité. Elle se leva et bloqua la porte de ma chambre. « Qui as-tu appelé pour me tromper? Où comptes-tu emporter tes affaires? Tout ce qui est entré dans ma maison appartient à ma maison. Tu n'auras même pas une assiette. » J'écartai doucement sa main. Ma voix autoritaire fit taire complètement sa résistance. La loi détermine la propriété avec des factures, pas avec tes paroles. Carmen, si tu veux me faire obstacle, appelle la police. Je n'ai aucun problème à faire une scène pour que tout le voisinage puisse admirer la moralité de ta famille. Cela dit, j'entrai dans la chambre et claquai la porte. Fermée. J'entendis la respiration saccadée et furieuse de Carmen et les murmures de Ravière. Cette guerre ne faisait que commencer, et j'allais leur montrer que mettre en colère une femme économiquement indépendante est une erreur fatale. À l'intérieur de la chambre, je ne perdis pas une seule seconde. Je sortis une valise de créateur du placard et commençai calmement à emballer mes vêtements, mes cosmétiques et mes objets personnels de valeur. Je le fis avec méthode et détermination. Je rangeai les bijoux dans un petit coffre-fort portable. En 20 minutes, tout ce qui m'appartenait était emballé. J'appelai la meilleure entreprise de déménagement de la ville et demandai une équipe de démontage professionnelle et 2 camions de taille moyenne. Quand je sortis dans le salon avec la lourde valise, l'atmosphère était toujours tendue. Les 3 sacs de babioles de Carmen étaient toujours sur le tapis, maintenant éparpillés sur le sol pour marquer son territoire. Des casseroles cabossées et des chiffons déchirés couvraient le sol. Carmen était accroupie au milieu de ce désordre. Quand elle me vit, elle se leva et me réprimanda. « Où vas-tu avec cette valise? Prévois-tu de voler des choses dans cette maison et de t'enfuir avec quelqu'un d'autre? Que quelqu'un vienne voir comment ma belle-fille compte s'échapper. » J'ignorais totalement ces insultes. Je m'approchai d'un meuble à côté de la télévision. J'ouvris un tiroir et en sortis un trousseau de clés. C'étaient les clés électroniques de ma villa de 3 étages dans le prestigieux lotissement La Moraleja. Je les jetai délibérément sur la table en verre, produisant un son métallique. Le porte-clés en or massif en forme de dragon brillait sous la lampe avec la carte magnétique affichant le logo du complexe résidentiel le plus exclusif de Madrid. Regarde bien, Carmen, ce sont les clés de ma propriété. Si tu ne sais pas lire le nom du lotissement sur la carte, je vais te le lire, Chalet 18, lotissement La Moraleja. Sa valeur est plusieurs dizaines de fois supérieure à celle de ce logement social à ton nom. Penses-tu vraiment que j'ai besoin de voler la misère de ta famille? Mes paroles furent comme un seau d'eau froide pour Carmen. Ses yeux s'agrandirent d'étonnement devant les clés luxueuses. Bien que d'origine humble, le nom de La Moraleja était connu de tout Madrid. Elle bégaya, incapable d'articuler un mot. Ravière, qui était resté silencieux jusque-là, se précipita sur les clés pour les examiner. Son visage devint pâle d'embarras et de choc. Il réalisa sa grave erreur de calcul. « Elena, l'histoire du chalet est-elle vraie? Pourquoi me l'as-tu cachée? Un mariage doit être basé sur l'honnêteté. Cacher tes biens montre que tu n'as pas confiance en moi. » Ravière essaya de masquer son humiliation en me rejetant la faute. Je croisai les bras, fixant cet homme méprisable que j'appelais mon mari. Le cacher? Je ne l'ai jamais caché, Ravière. Je suis simplement discrète. Au lieu de cela, tu m'as menti au sujet de notre foyer. Tu avais prévu d'utiliser l'argent de ta mère pour acheter une maison et mon argent pour la meubler. Ta tromperie délibérée est 100 fois plus méprisable que ma discrétion. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs morales, alors n'utilise pas le mot mariage. À ce moment-là, on sonna à la porte. J'ouvris. C'était l'assistant du cabinet d'avocat avec un dossier épais. Juste après,
5 ouvriers de l'entreprise de déménagement apparurent, en uniforme et avec tous leurs outils. Je les invitai à entrer. Bonjour, Elena. Nous avons l'ordre de démonter et de transporter les meubles selon cette liste. Veuillez confirmer pour commencer, dit le responsable en me montrant une liste détaillée. Je la pris, la signai et donnai les instructions. Veuillez procéder au retrait de tous les appareils électroniques, de l'électroménager et des meubles haut de gamme. Commencez par le canapé en cuir du salon, la télévision incurvée, le système de son, le réfrigérateur à 4 portes, le lave-linge, le sèche-linge, le four, le lave-vaisselle, ainsi que tous les lits et armoires en chêne des chambres. Oh, et roulez le tapis de velours qui est sous les pieds de cette dame. Ne touchez à rien qui semble bon marché, sale ou qui ne figure pas sur ma liste d'achat. Soyez très prudent, tout coûte très cher. L'ordre fut donné et l'équipe se dispersa dans toute la maison, travaillant avec un professionnalisme impeccable. Le bruit des perceuses et des outils remplit l'air. Carmen, voyant ces étrangers démonter la maison, devint folle. Elle se tint devant la télévision en criant « Que faites-vous ? Qui vous a donné la permission de toucher à mes affaires ? Ravière, appelle la police pour arrêter ces gens. Insolente Elena, que cherches-tu à accomplir avec ça ? C'est ma maison et je ne te permettrai rien emporter. » Le déménageur, habitué à ces situations, écarta calmement Carmen. « Excusez-moi, madame. Nous travaillons sous contrat et avec l'autorisation de madame Elena. Elle possède toutes les factures qui prouvent la propriété de ces biens. Si vous entravez notre travail, vous violez la loi. Veuillez vous écarter. Si quelque chose se casse, vous ne pourrez pas le payer. » Je m'approchai et pris une pile de factures avec la TVA détaillée dans le dossier de l'avocat, en les jetant sur la table. Regarde bien, Carmen. Facture de la télévision, 3 500 €, facture du canapé en cuir italien, 5 000 €, facture du réfrigérateur, 4 000 €. Dans tous les cas, l'acheteur et le compte de paiement, c'est moi, Elena. Le total dépasse 50 000 €. Tu dis que ce sont tes affaires ? As-tu payé un seul centime pour elles ? L'entreprise de déménagement opère légalement. Continue de crier si tu veux. J'ai tout le temps du monde pour regarder ton théâtre. Carmen regarda les factures, le visage désemparé. Elle savait qu'elle avait tort. Les preuves étaient irréfutables. Incapable de les arrêter par ses cris, elle eut recours à la tactique la plus méprisable, jouer la victime. Elle s'assit par terre en pleurant toutes les larmes de son corps. Mon Dieu, ma belle-fille me maltraite. Elle profite d'avoir de l'argent pour tout prendre et me laisser dans une maison vide. Ravière, es-tu stupide ? Tu ne vas pas arrêter ta femme ? Tu vas la laisser nous dépouiller ? Ravière intervint enfin d'une voix suppliante. Elena, s'il te plaît, si tu fais ça, comment ma mère et moi allons-nous vivre ? Laisse-moi au moins le réfrigérateur et le lave-linge. Tout emporter est trop cruel. Ne pouvons-nous pas être un peu prévenants l'un envers l'autre ? Le comportement méprisable de Ravière me donnait la nausée. Il n'éprouvait aucune honte pour sa tromperie, seulement la peur de perdre le confort que je lui offrais. Cruel ? Tu as utilisé une ruse sale pour me piéger et faire de moi ta source de revenus. C'est ça qui est cruel. J'ai acheté ces choses avec mon propre argent. Pourquoi devrais-je les laisser à des escrocs ? Ne rêve pas. Je prendrai tout. Jusqu'à la dernière ampoule que j'ai achetée moi-même. Je ne cédais pas. Pendant que je supervisais, les ouvriers finirent de démonter la télévision et le canapé et les emmenèrent vers l'ascenseur. Ensuite, le reste de l'électroménager et des meubles suivit. Le hall luxueux devint peu à peu nu, révélant des murs vides. Le tapis sous les pieds de Carmen fut roulé et enlevé, la laissant assise sur le sol froid au milieu d'un tas de sacs et de babioles. À midi, le travail était terminé. L'appartement flambant neuf d'hier était aujourd'hui une coquille vide et désolée, sans la chaleur des meubles de luxe, sans la lumière de la lampe en cristal, il ne restait que des marques sur les murs et l'errance de l'échec de Carmen et de son fils. Je saisis ma valise et me dirigeai vers la porte. Avant de partir, je me retournai pour regarder Ravière une dernière fois avec un sourire froid. Reste là et nettoie tes déchets. À partir de maintenant, vis seul dans ta propre maison. Je laisse le reste entre les mains de mon avocat. On se voit au tribunal. Le bruit de la porte qui se referma rompit à jamais le lien avec la pire relation de ma vie.
Je marchais dans le couloir en me sentant légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Cette contre-offensive totale n'était que le début. En sortant de l'ascenseur, je pris une profonde inspiration pour me libérer de l'air vicié et calculateur de la maison de Carmen et Ravière. Ma voiture de luxe m'attendait dans le garage. Je m'assis au volant, sentant l'arôme familier du cuir et de l'huile essentielle de pamplemousse. Fermer la porte était comme rompre toute connexion avec le monde faux que Ravière avait construit. En regardant dans le rétroviseur, j'imaginais Ravière au milieu de l'appartement vide, face au mur nu et à sa mère grincheuse. Il devait paniquer en voyant que sa poule aux œufs d'or s'était envolée. Je démarrai le moteur et conduisis vers le nord de Madrid. Dans l'agitation de la mi-journée, mon esprit était étrangement calme, sans ressentiment ni larmes. Mon grand-père m'a appris qu'une femme forte est celle qui sait quand tenir bon et quand lâcher prise. L'argent perdu peut être récupéré, mais l'estime de soi ne doit jamais être piétinée. Ravière pensait qu'un morceau de papier de l'état civil pouvait m'enchaîner, mais il avait sous-estimé la détermination d'une femme indépendante. La voiture glissait sur l'autoroute. La silhouette boisée de la Moraleja apparut devant moi. C'était l'endroit que mon grand-père avait construit avec les économies de toute une vie. Avant d'entrer dans le lotissement, une intuition me dit qu'il y avait quelque chose de plus sombre derrière l'effronterie de Carmen et Ravière. Leur apparition soudaine et l'exigence concernant le salaire de Ravière et les dépenses du ménage semblaient être une diversion pour cacher un problème financier plus important. Je connectai le téléphone au système de la voiture et appelai Sofia, ma meilleure amie depuis l'université et maintenant directrice d'agence bancaire. « Allô, jeune mariée. Tu n'as même pas fini ta lune de miel et tu appelles déjà. As-tu besoin de conseils en investissement ? » J'allais droit au but. « Sofia, j'ai besoin que tu vérifies le compte joint que j'ai ouvert avec Ravière la semaine dernière. Et utilise tes contacts pour voir s'il y a eu des transactions inhabituelles sur la carte de crédit supplémentaire que je lui ai donnée ces 3 derniers jours. J'ai besoin de tous les détails. » Sofia remarqua le sérieux dans ma voix. « Où es-tu ? Tu as l'air très tendu. Quelque chose est arrivé à ton mariage ? Je suis en route pour mon chalet à la Moraleja. Je viens de vider l'appartement et de partir. La mère de Ravière a débarqué en disant que la maison est à elle. Ravière m'a trompé, mais je soupçonne qu'il y a plus que ce que l'on voit au sujet de l'argent. S'il te plaît, vérifie. » Sofia commença à taper. 5 minutes plus tard, sa voix résonna, pleine de colère. « Elena, écoute-moi calmement. C'est pire que ce que tu penses. Il ne reste que 50 € sur le compte joint. Les 50 000 € de vos économies communes ont été retirés par Ravière hier après-midi. Je serrai le volant sans quitter la route des yeux. Où est allé l'argent ? Il l'a divisé en 3 virements au nom de Sergio Garcia. C'est son petit frère. Et ce n'est pas tout. La carte de crédit supplémentaire avec une limite de 25 000 € a été utilisée au maximum à un distributeur automatique. Un moyen de retirer de l'argent liquide tout en payant des frais élevés. Cet argent a également été transféré sur le compte de Sergio. Je viens de vérifier, le frère de Ravière est un accro au jeu connu dans sa ville. Il s'est impliqué dans un réseau de paris sportifs en ligne et doit de l'argent à des usuriers. Un frisson me parcourut l'échine. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Je pensais qu'ils étaient juste cupides, mais j'étais entré dans un repère d'escrocs professionnels. Leur plan était parfait, Ravière m'épousait pour accéder à notre argent tandis que Carmen mettait en scène un scandale pour qu'il ait une excuse pour ne pas contribuer financièrement, consacrant toutes ses ressources au remboursement des dettes de son frère. « Elena, tu m'entends ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Veux-tu que j'appelle la police pour détournement de fonds ? Je t'entends. S'il te plaît, envoie-moi tous les relevés et reçus par courriel avec le sceau de la banque si possible. N'appelle pas encore la police. Il l'a fait sous le couvert d'un mariage, et ce serait traité comme un litige civil. Je donnerai toutes les preuves à Monsieur Moral pour le poursuivre et récupérer mon argent. Merci, Sofia. Je t'en dois une fière. Quelle bêtise. Sois forte. Si tu as besoin de protection, je peux appeler des agents de sécurité de la banque. Je peux m'en charger, ils ne me font pas peur. Je raccrochai. La voiture entra dans le parc de ma villa. L'air frais du jardin me calma. Ma colère s'était transformée en une volonté de faire pour me battre. Je n'allais pas permettre à des parasites d'utiliser mon argent pour financer leurs vices.
Je ferai payer cher à Ravière sa tromperie. Je montai les marches de marbre et demandai à la femme de ménage de me préparer mon thé préféré. J'avais besoin d'avoir la tête froide pour la bataille juridique qui s'annonçait. Le chalet était silencieux. La différence entre cet endroit et l'appartement étouffant de ce matin était abyssale. J'étais prête à renoncer à ce confort pour une vie simple avec Ravière, mais j'avais livré ma bonté à une meute de loups affamés. Au coucher du soleil, mon téléphone commença à vibrer sans arrêt. C'était Ravière. Je le laissai sonner. Il appela 10, 15, 20 fois. Son insistance montrait sa panique. Je répondis au 25e appel sur haut-parleur. Elena, enfin. Je t'ai cherché partout. Je sais que j'ai fait une erreur. Où es-tu? Je viens te chercher et nous parlerons. Sa voix était rauque et suppliante, ce qui ne fit qu'augmenter mon mépris. Tu n'as pas à me chercher. Je suis chez moi à la villa dont tu te moquais. Nous n'avons plus de maison ensemble, et nous ne sommes plus un couple marié. Elena, ne sois pas si cruelle. J'admets que j'ai eu tort au sujet de la maison. J'ai été un lâche, mais ma mère est âgée. Elle a des idées démodées. Et un peu de compassion. Elle l'a profondément regretté. Elle m'a dit de t'appeler, de dire que nous allons chez le notaire demain pour mettre l'acte à ton nom. N'est-ce pas une preuve de bonne volonté suffisante? S'il te plaît, reviens. Son jeu était si maladroit que j'éclatai de rire. Mettre l'acte à mon nom? Me prends-tu pour une enfant? Je sais parfaitement que cet appartement est un logement social acheté avec l'aide de l'État, qui n'est pas encore entièrement payé et ne possède pas d'acte de propriété définitif. La loi interdit sa vente ou son transfert pendant des années. Sur quelle base juridique comptes-tu ajouter mon nom? De l'autre côté, un silence absolu. Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses la loi. Tu es aussi à court de scénario. Alors laisse-moi continuer. Peux-tu m'expliquer où sont les 50 000 € de notre compte joint et les 25 000 € de ma carte de crédit? As-tu transféré tout cet argent à ton frère accro au jeu pour éponger ses dettes auprès de la mafia? Pensais-tu pouvoir le cacher? Il y eut un bruit comme si quelque chose était tombé. Sa respiration devint laborieuse. Elena, comment? Comment le sais-tu? J'en sais bien plus que tu ne l'imagines. Vous avez mis en scène le drame entre belle-mère et belle-fille pour que je parte en colère et que vous ayez ainsi le temps de déplacer l'argent. Ta famille m'a vu comme une mine d'or pour sauver ton frère. Tu t'es trompé, Ravière. Je peux être gentil avec les gens décents, mais j'écrase la vermine comme toi sans pitié. Elena, je t'en supplie. Aie pitié de moi. Les truands ont menacé de couper la main de Sergio. Ma mère m'a supplié à genoux de le sauver. Je suis son frère aîné, je ne pouvais pas le laisser mourir. Considère cela comme un prêt. Je jure que je travaillerai comme un esclave toute ma vie pour te rembourser. Ne nous laisse pas à la rue. Il commença à pleurer de manière incontrôlable, utilisant le chantage affectif. Je n'éprouvais pas le moindre sentiment de pitié. Le chemin que tu as choisi est le tien, pas le mien. Tu aimes ton frère? C'est ton problème, mais tu n'as pas le droit d'utiliser mon argent pour jouer au héros. En travaillant comme un esclave, avec ton maigre salaire, tu ne serais pas capable de me rembourser même dans une autre vie. Écoute-moi bien, Ravière. Demain à 10 h, présente-toi au tribunal. Je vais demander un divorce unilatéral. Mon avocat déposera une plainte au civil pour récupérer l'argent et une plainte pour détournement de fonds et escroquerie. J'ai tous les relevés bancaires. Si tu ne viens pas, le procès se tiendra en ton absence et j'enverrai les preuves à la police pour qu'ils s'occupent de toi et de ton frère. Prends soin de toi. Je raccrochai avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre et bloquai son numéro. Une longue journée orageuse s'achevait. Le thé sur la table avait refroidi, mais sa saveur persistait. Demain serait une journée chargée au tribunal, où tous les mensonges éclateraient au grand jour, mais cette nuit-là, je dormirais profondément chez moi, le seul endroit qui m'appartenait. Le lendemain matin, je me réveillai tôt. Je m'habillai d'un costume blanc ivoire élégant et professionnel. Aujourd'hui n'était pas un jour pour être triste, mais pour se battre pour la justice. Monsieur Moral m'attendait déjà dans le salon avec 2 hommes costauds, mes gardes du corps. Avec un frère accro au jeu et des dettes à la mafia dans l'équation, je ne n'ai aucun risque. Nous arrivâmes au tribunal à 9 h 45. Je m'attendais à trouver Ravière seul et abattu,
mais je tombais sur une scène mise en scène. Il était avec sa mère, Carmen, et un jeune homme à l'allure débraillée et au regard fuyant que je supposais être Sergio. Il n'était pas venu pour s'excuser, mais pour jouer une nouvelle mascarade afin de me manipuler. Dès qu'elle me vit, Carmen courut vers moi, feignant des larmes. « Elena, ma fille, pardonne-moi. J'étais une vieille femme idiote. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit par pur remords. Ton mariage s'effondre à cause de moi. S'il te plaît, retire la plainte. Retourne à la maison avec Ravière. Je retourne au village cet après-midi et demain je mettrai la maison à ton nom. » Mon garde du corps s'interposa, l'empêchant de s'approcher. Ravière se joignit à la performance. « Elena, tu le vois ? Maman, une personne âgée, s'est humiliée pour te demander pardon. Elle a déjà promis de mettre la maison à ton nom. Que veux-tu de plus ? Un peu de compassion. » Puis Sergio, le frère, s'avança avec arrogance. « Salut, belle sœur. J'ai entendu dire que tu as une immense villa à la Moraleja. Vivre seul dans une si grande maison doit être ennuyeux. Je traverse une mauvaise passe. Que penses-tu de me laisser y vivre un moment ? Comme ça, je peux me cacher de certains problèmes et tu resteras en bon terme avec la famille. C'est ce qu'on fait en famille, non ? » Son audace me laissa sans voix. Il était la cause de tout et maintenant il demandait à vivre dans la maison de mon grand-père. La cupidité de cette famille n'avait pas de limite. Ravière, voyant mon silence, lança sa dernière et plus désespérée tentative. « Elena, c'est vrai que Sergio est menacé. Ils vont lui couper une main s'il ne paie pas cette semaine. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Hypothèque la villa, récupère quelques millions et sauve-le. Je jure devant Dieu que je te rembourserai en travaillant comme un âne pour le reste de ma vie. » Je ne pus plus le supporter. Je sortis la pile de relevés bancaires de mon sac et la lui jetai au visage. « Ravière, regarde bien. Voici les 50 000 € du compte joint que tu as transféré à ton frère et les 25 000 € de ma carte de crédit. Au total, 75 000 €. Tu me voles de manière flagrante et maintenant tu me demandes d'hypothéquer la maison de mon grand-père pour payer les dettes de jeu de ta famille ? Tu es l'homme le plus méprisable et le plus éhonté que j'ai jamais rencontré. » Mes paroles résonnèrent dans la cour du tribunal. Ravière était pétrifié, blanc comme un linge. Carmen essaya d'intervenir. « Ne calomnie pas mon fils. C'est l'argent du couple. Il l'a utilisé pour une affaire familiale importante. Je t'ai dit que je te compenserai avec la moitié de la maison. » « Laisse tomber cette histoire, Carmen, » l'interrompis-je. « Ton appartement est un logement social sans acte de propriété définitif et avec des restrictions légales pour sa vente ou son transfert. Il n'a aucune valeur juridique pour me proposer quoi que ce soit. Garde ta coquille vide. » Puis j'annonçai ma décision finale. « Je suis venu demander le divorce et te poursuivre, Ravière, pour détournement de fonds. Je vais récupérer jusqu'au dernier centime. Prépare-toi pour le procès. » En entendant cela, Sergio, enragé, se jeta sur moi. « Tu vas voir, espèce de... » Mais avant qu'il ne puisse me toucher, mes deux gardes du corps l'interceptèrent. D'un mouvement rapide et professionnel, l'un d'eux lui tordit le bras derrière le dos, l'immobilisant, tandis que l'autre bloquait Ravière et Carmen. Sergio hurla de douleur, mais il était complètement maîtrisé. « Lâchez-le, ordonnai-je. Ne vous salissez pas les mains. » Ils le poussèrent vers Ravière, et bien qu'il me regardât avec haine, il n'osa plus bouger. Je me tournai vers mon avocat. « Monsieur Moral, toutes les preuves sont claires. Entrons et déposons la plainte. » Je fis demi-tour et m'éloignai la tête haute, laissant derrière moi cette famille enlisée dans la panique et le désespoir. Le châtiment de la loi et du karma venait de commencer pour ceux qui utilisent les sentiments comme appât pour leur propre profit. Le rideau était tombé, et j'étais l'auteur de la fin de ma propre histoire. 3 mois plus tard, le procès se conclut. Avec des preuves irréfutables, le tribunal ordonna à Ravière de restituer l'intégralité des 75 000 €. De plus, le ministère public ouvrit une enquête pénale contre lui pour escroquerie et détournement de fonds. Le karma fut rapide et implacable. Sergio fut arrêté dans le cadre d'un réseau de jeux illégaux et fit face à une longue peine de prison. Pour obtenir l'argent du jugement et payer les avocats, Carmen dut vendre son appartement pour une bouchée de pain par l'intermédiaire de courtiers véreux.
Elle perdit son trésor et dut retourner dans son village dans le déshonneur le plus complet pour vivre dans une maison en ruine et affronter les moqueries de ses voisins. Ravière, après m'avoir payé, se retrouva à la rue. Il perdit son emploi et finit par vivre dans une chambre misérable d'un quartier ouvrier de la périphérie, une pièce de 10 mètres carrés sans climatisation. Peut-être que dans ses nuits d'insomnie et de sueur, il comprit le prix de sa tromperie. Un matin d'automne, je me rendis au tribunal pour signer les derniers papiers. Je vis Ravière dans un coin. Il avait l'air décharné, plus mince, avec une barbe mal entretenue et un regard vide. Il signa l'accord de divorce d'une main tremblante. « Helena, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. S'il y avait une autre vie, je travaillerais comme un esclave pour te rembourser. » Je pris mon propre stylo, un mainte blank avec un capuchon en or, et signé d'un trait ferme et décisif. Il n'est pas nécessaire d'attendre une autre vie. Dans celle-ci, toi et ta famille avez déjà payé votre prix. Désormais, nous sommes des étrangers. J'espère qu'un jour tu trouveras la décence. Je me levai et partis sans regarder en arrière. En franchissant le seuil du tribunal, je respirai l'air de la liberté. Je sortis de mon sac le brouillon de notre demande de mariage. Je le froissai et le jetai dans une poubelle. Toutes les ordures du passé avaient été éliminées. Mon chauffeur m'ouvrit la porte de la voiture et nous nous éloignâmes de là. De retour à mon chalet, le parfum des magnolias m'accueillit. La vie d'une femme n'a pas à être un sacrifice aveugle. Notre plus grande force réside dans l'indépendance économique et le courage de faire face à la vérité. Le ciel est toujours vaste et ma vie à partir de cet instant serait une toile vierge, lumineuse et libre, peinte de ma propre main. En regardant la toile inachevée dans mon studio ensoleillé, je ressentis une paix immense. Ceux qui utilisent la tromperie pour prospérer finissent les mains vidées, le visage couvert de honte. La vie est claire, un mariage construit sur des mensonges s'effondre. Le bonheur d'une femme ne dépend pas d'un mari, mais du courage de prendre les rênes et de lâcher prise sur ce qui lui fait du mal au bon moment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela significatif, veuillez vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre. Votre soutien est notre plus grande motivation. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, beaucoup de santé, de bonheur et de paix.